Cette galerie de 4 mètres de diamètre, située entre les deux voies, parcourt l'ouvrage sur toute sa longueur. Elle est jalonnée de salles techniques, de systèmes de canalisation ou de communication, ainsi que de zones de liaison avec les tunnels ferroviaires. Mais surtout, grâce à ce corridor, les équipes de maintenance et de sécurité peuvent intervenir rapidement en n'importe quel point de l'ouvrage. À bord de véhicules particulièrement fins, taillés sur mesure, les techniciens sillonnent les lieux en permanence. Oui, FDC. Oui, il n'y a pas de problème. On remonte vers le portail France. Là. Sur 50 km, chaque dispositif doit être régulièrement contrôlé. Le moindre éclairage, la moindre porte, le moindre téléphone de service. Oui, c'est Julien. Tu me reçois bien, Fort-Éclair? Ok, merci. Si le tunnel technique fait l'objet d'autant d'attention, c'est qu'il ne s'agit pas simplement d'un outil de maintenance, mais de l'installation de sécurité principale de tout l'ouvrage en cas d'accident. Il faut être prêt à gérer toute forme d'incident, de la simple panne au scénario catastrophe. Il y a certains systèmes qui doivent impérativement fonctionner pour entrer dans le tunnel, mais qui ne sont pas nécessaires pour circuler sur un réseau plus classique, au Royaume-Uni ou en France. Le tunnel impose des standards minimums plus exigeants. En cas d'arrêt imprévu d'un train, ou pire encore, d'un incendie, il est essentiel de pouvoir évacuer les lieux rapidement, très rapidement. Dans le cas d'un Eurostar, ce n'est donc pas moins de 900 personnes qu'il faut mettre en sécurité, à mi-chemin entre la France et l'Angleterre, à 70 mètres sous terre et sous la mer. Pour y parvenir, les tunnels ferroviaires sont équipés de cross-passages, des portes permettant de se réfugier directement dans le tunnel de service. Elles sont réparties tous les 375 mètres. Et si les Eurostars sont longs de 400 mètres, c'est justement pour être certain de s'arrêter devant au moins une de ces portes. C'est à ce moment que la surpression induite dans le tunnel de service par la ventilation joue son rôle. À l'ouverture des portes de cross-passage, la différence de pression avec le tunnel ferroviaire empêchera les fumées d'un incendie de pénétrer dans le tunnel de service. Dans le tunnel de service, les passagers seront immédiatement dans un refuge que l'on peut qualifier d'absolu. Et grâce au système de ventilation complexe du tunnel sous la Manche, les conditions de vie pour les passagers évacués seront tout à fait normales. En parallèle, à la surface, l'usine de ventilation est aussi capable de déclencher un système soufflant 3 fois plus fort que la normale, près de 300 mètres cubes par seconde, pour évacuer les éventuelles fumées du tunnel ferroviaire touché par l'incident. Système de sécurité, gestion de l'alimentation électrique, opération de maintenance continue et organisation du trafic ferroviaire. En relevant ces défis au quotidien, le tunnel sous la Manche assure aujourd'hui la traversée de 400 trains chaque jour. Un record mondial. Nous approchons de la sortie du tunnel. Nous sommes sur le point d'entrer en France. Alors que l'Eurostar 90-22 ressort à la surface côté français, il s'apprête à retrouver son allure de croisière à travers la campagne du continent. Le conducteur augmente sa vitesse. Il passe progressivement des 160 km/h imposés par le tunnel aux 300 km/h dont sa machine est capable. Pour autant, il ne s'agit pas d'accélérer au maximum dès que possible. Il faut être en accord permanent avec les contraintes de l'infrastructure. La visibilité, l'état de la voie, les potentiels dangers ou imprévus aux alentours. C'est la partie où on peut atteindre notre vitesse max, les 300 km/h. Quand on conduit un train, la sécurité est notre priorité, car nous devons pouvoir arrêter le train rapidement et en toute sécurité en cas d'urgence. Le conducteur est donc responsable de cette gestion fine de la vitesse. Une allure précisément déterminée par une signalisation complexe de la voie que la machine elle-même a la charge de déchiffrer. C'est une des grandes spécificités des rames de l'Eurostar.
La signalisation dépend des types de lignes et des pays. Les informations sont parfois transmises par le biais de balises directement sur la ligne, parfois émises à distance et réceptionnées par des antennes sur le train, ou alors la vitesse est directement contrôlée par l'infrastructure. Autant de systèmes que les rames de l'Eurostar doivent intégrer pour sillonner l'Europe en toute sécurité. Au fil du parcours, le conducteur maintient son attention sur la voie et sur ses écrans. Ici, la vitesse est limitée. À l'approche de l'agglomération parisienne, le paysage se densifie à nouveau et le conducteur abaisse sa vitesse. Grâce à la gestion parfaite de son allure, il parvient à respecter les timings prévus. Il pénètre dans l'enceinte de la gare du Nord à l'heure annoncée. Une prouesse quotidienne, presque invisible pour ses voyageurs, mais essentielle dans la gestion complexe que représente la mise en œuvre de la liaison transmanche. Nous sommes arrivés. Depuis sa naissance en 1994, l'Eurostar s'est invité au cœur des grandes capitales européennes. Londres, Bruxelles, Amsterdam. Des villes dont les infrastructures historiques ont dû s'adapter à l'arrivée de cette ligne d'un nouveau genre. Celle d'un train international permettant de traverser l'Europe jusqu'aux îles britanniques. Le tout en garantissant aux pays concernés le contrôle et la maîtrise de ces nouveaux flux frontaliers. À Paris, c'est tout logiquement la gare du Nord qui est désignée pour accueillir la ligne transmanche. Mais il faut alors l'intégrer dans l'agitation de la célèbre gare. La première gare du Nord a été construite en 1846 et à l'époque, les gares c'était juste des embarcadères, donc il n'y avait pas beaucoup de services. Et ensuite, la gare du Nord, depuis 1846, n'a cessé finalement de s'adapter aux flux et aux besoins en se réorganisant. Donc en 1864, on reconstruit une gare, mais depuis, on l'a agrandie, réaménagée. Au cours de plus de 170 ans d'existence, la gare du Nord a accompagné le développement et les évolutions du chemin de fer et du transport public. Aujourd'hui, la gare du Nord, elle accueille 700 000 voyageurs par jour. Le défi, il est là en fait, c'est qu'on arrive en même temps à apporter des services pour cette clientèle internationale qui voyage, qui ne parle pas forcément français, qui ne connaît peut-être même pas Paris, et qu'on arrive aussi à répondre à des besoins de gens qui sont très proches de Paris, qui eux n'ont juste besoin peut-être que de transiter, mais qui sont là également. Et donc voilà, on a vraiment ces deux populations qu'il faut arriver à gérer dans la même gare. Alors qu'il n'accueillait que 2 simples voies à sa création, le bâtiment s'est étendu et compte désormais 15 quais à sa surface, desservant un réseau d'aiguillage toujours plus complexe. Mais il ne s'agit que de la partie émergée de l'iceberg. La gare se prolonge sous terre sur 3 niveaux. Les 2 premiers servent de plateforme, organisant le flux des passagers pour les diriger vers le 3e sous-sol. C'est ici qu'il sera possible d'accéder à 3 lignes de RER et 2 de métro. Une dizaine de voies supplémentaires plongeant jusqu'à 30 mètres de profondeur. Elle est aujourd'hui la gare la plus fréquentée d'Europe. Tout le défi a donc été d'intégrer l'Eurostar dans ce mélange de flux incroyablement complexe, mais avec une contrainte supplémentaire. La gestion bien particulière d'une ligne internationale.